Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. À Kassigny, dans les territoires de Massissi, des affrontements ont opposé tous les 19 mai 2026 la F-123 Ouazalendo, appuyé par le FARDC avec usage de drones et d'artillerie lourde, entraînant des déplacements massifs des populations. Nous ferons les points dans l'actualité du jour. À Kinshasa, la coalition d'opposition article 64 menée notamment par Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi a lancé ses activités dans une forte mobilisation à la salle Boboto, rejetant toute réforme constitutionnelle et appelant à un dialogue national ainsi qu'au respect de l'ordre constitutionnel. Heureux de vous avoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. Des affrontements ont éclaté tôt ce mardi 19 mai 2026 à Kassigny dans les territoires des Massissi opposants. Le combattant de l'F-123 au milicien Ouazalendo, une source locale, le FARDC appuyé par les Ouazalendo ont lancé des attaques de 4 heures du matin dans les zones de Mitimingi, Katoy et leurs environs avec usage de drones, des combats et d'artillerie lourde. La société civile locale fait état d'un important mouvement de déplacement des populations fouillant les zones de combat. Ah bon, ne me vois pas. C'est très compliqué. Apparemment, je vois un affrontement là aux 4 heures. Alors, Tubakapanda, et on apprendra que apparemment wazalendo walikamata mulima moya miti mingi na mulima ya Musoni. Donc ce sont les dernières informations que niko nazo. Après tusikie ile maaffrontement zinaanza, waliavance vers Nyalipe pale kwa centre de santé. Walikimbia? Ndio. No, population ilikimbilia wapi? No, asubuhi mwenye aliniita, aliniambia kama avaba kamati ile mamilima. Aliniambia kama wako pale kwa centre de santé. Nous parlons de cette situation à Kinshasa. La coalition article 64 de l'opposition a lancé officiellement ce mardi ses activités autour de Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mpogno Mapon et Délice Sanga. Des milliers de partisans ont envahi la salle Boboto et ses alentours dans une forte mobilisation. Les leaders rejettent tout projet de changement de la constitution et demandent l'ouverture d'un dialogue national. La coalition exige aussi le respect strict de l'ordre constitutionnel par le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat de ce pays. Ni l'histoire, ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat, pour l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix Tshisekedi perdra tout droit d'engager la République et c'est laquelle on considérée comme un ordre. De ce fait, immédiatement, une résistance doit y être opposée. Oui, peuple congolais. Aujourd'hui, plus que jamais, faisons le choix de la liberté contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation. Appelons la nation tout entière à la prise de conscience et à se lever pour sauver le pays. L'histoire retiendra qu'après avoir empêché l'écroulement de l'ordre constitutionnel entre 2015 et 2016, nous avons réussi à protéger la Constitution et notre démocratie face aux velléités tyranniques. 10. Ainsi, pour barrer la route à la forfaiture, nous décrétons ce qui suit. À compter de ce jour, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle.
présidentielle de 2020. Le compte à rebours démocratique est déclenché. À l'échéance de son mandat, avec ou sans élection, Félix Tshisekedi devra quitter le pouvoir de en pleine à l'Assemblée nationale de la proposition de loi référendaire tendant à perfectionner les règles constitutionnelles sera considérée comme une déclaration de guerre. Par conséquent, nous exploiterons à fond, sans exclusion, toutes les possibilités que nous offre l'article 64 pour défendre l'ordre constitutionnel. Nous lançons un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution. Revenons ici en ville de Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, Soulève 123 Bahati Moussanga Erasto, a visité mardi les centres de traitement d'Ebola, CTE de Mounigi, dans la zone de santé de Nyiragongo, à environ 10 km au nord de la ville de Goma, accompagné d'une délégation du secteur des santé et des services politico-militaires de l'F-123. Il a constaté l'état du site et a instruit la réhabilitation mais également l'équipement rapide du centre pour accueillir les cas suspects et confirmer d'Ebola afin de renforcer la riposte et limiter la propagation de la maladie. Reportage Ketiaro Gamika. Abandonné depuis la fin de la dernière épidémie enregistrée en 2019, le site fait actuellement l'objet d'importants travaux d'assainissement et d'aménagement. Le gouverneur était accompagné de plusieurs membres de son cabinet, ainsi que Lawrence Kanyuka. Sur place, 2 équipes s'activaient à nettoyer les installations, remettre en état les tentes et rétablir les infrastructures de base. Selon les autorités, ces travaux visent à rendre le centre rapidement opérationnel afin de pouvoir accueillir d'éventuels cas en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Après la visite de Mounigi, la délégation s'est également rendue au laboratoire de l'Institut national de recherche biométrique à Goma. Le porte-parole de l'AFSA-M23 a affirmé que la situation restait sous surveillance dans les zones contrôlées par l'AFSA-M23. Aujourd'hui, il y a un total de 27 échantillons qui sont tous négatifs. Donc à ce jour, nous n'avons qu'un seul cas d'Ebola dans les zones libérées. Ce grand centre est opérationnel 24/24 et a la capacité d'accueillir des échantillons de plus de 5 provinces. Ici, ce centre s'est basé dans les zones libérées. Donc c'est tout ce que nous avons à vous dire jusqu'à présent. Le soir, nous ferons encore une mise à jour par rapport à la journée d'aujourd'hui. Selon le ministère de la Santé, le pays comptabilise déjà 513 cas suspects et 731 décès. Les foyers actifs sont localisés en Ituri et au Nord Kivu, notamment à Montboalou, Rwampara, Bunia, Nyakunde, Butembo, Katwa et Goma. Les autorités sanitaires congolaises indiquent que la souche Bundibugyo serait moins létale que la souche Zaïre, historiquement associée au précédent flambé d'Ebola en RDC. Toutefois, les experts appellent à la prudence en raison de l'absence actuelle de vaccins ou de traitements spécifiques validés contre cette variante. Déclarée officiellement le 15 mai, cette 17e épidémie d'Ebola en RDC a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher une urgence de santé publique de portée internationale, tandis que l'Africa Center for Disease Control and Prevention a annoncé une mobilisation d'environ $2 millions pour soutenir la réponse sanitaire régionale.
Dans la province de l'Ituri, les inquiétudes augmentent après la déclaration de l'épidémie d'Ebola à l'hôpital général de référence des Rwampara. Les cas suspects augmentent. Dans la ville de Bunia, le respect des mesures barrières reste faible dans les lieux publics. Reportage de notre permanent dans la zone, Rachid Koudra. Quelques jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri, la pression devient de plus en plus forte à l'hôpital général des références de Rwampara en territoire d'Irumu. Dans cette structure sanitaire située à la périphérie de Bunia, les équipements médicaux font face à l'arrivée continue des patients présentant des symptômes suspects liés au virus. Dans cette structure sanitaire, plus d'une vingtaine de malades présentant des symptômes suspects ont déjà été admis à seulement 3 jours. Selon les médecins directeurs intérimaires, le docteur Isaac Mugeni, l'hôpital a également enregistré au moins un décès parmi les cas pris en charge, alors que les capacités d'accueil restent limitées. On a eu à recevoir des malades, on est dans les plus de vingtaine de malades qui sont internés ici dans notre structure, l'hôpital général de référence de Rwampara. Actuellement, on a déjà enregistré un décès à l'hôpital général de référence de Rwampara. Énormément, je pense que notre gouvernement a déjà mis tous les moyens avec les partenaires, mais nous attendons que ces moyens nous arrivent à aller plus vite possible au niveau de notre structure, l'hôpital général de référence de Rwampara, parce que nous continuons toujours à recevoir les cas, nous n'avons pas où mettre ces malades-là. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment en quantité suffisante, même les équipements de protection, même les personnels aussi, parce qu'il faudra qu'on nous aide aussi pour essayer un peu d'augmenter le nombre de personnels qui vont vraiment s'occuper de ces malades. À l'entrée de l'hôpital, des dispositifs de lavage de mains ont été installés pour limiter les risques de contamination. Mais dans plusieurs espaces publics de Bunia, notamment au marché central, les mesures barrières restent encore faiblement observées. Plusieurs commerçants et clients entrent et sortent sans utiliser les dispositifs sanitaires. Face à cette situation, certains habitants disent craindre une propagation rapide de la maladie dans les lieux publics fortement fréquentés comme les marchés. Nous sommes vraiment exposés à cette maladie. Aucune mesure de précaution n'a été prise jusque-là. On nous a dit de porter le cache-nez, mais nous ne savons pas si cela va nous aider. Il y a trop d'attroupements, trop de va-et-vient, trop d'engouement. On ne sait pas quoi faire. Manque d'informations suffisantes autour de la maladie, ce qui alimente encore les doutes au sein de la population. Ici à Rwampara, nous avons appris qu'il y a Ebola. Mais jusque-là, nous ne l'avons pas encore vu. Comme c'est un virus invisible, nous ne croyons pas encore à cette maladie. Selon le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, 59 cas confirmés sont actuellement pris en charge sur près de 350 cas suspects recensés en Ituri. L'état provisoire fait également état de 91 décès probables liés à cette épidémie. Pendant ce temps, les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent les opérations de riposte et de sensibilisation dans les zones touchées. Le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia, s'est envolé le 18 mai 2026 pour Kinshasa, alors que la province fait face à une hausse et à des perturbations du prix des carburants à la pompe. Cette mission officielle dans la capitale s'inscrit dans la recherche de solutions urgentes à la crise d'approvisionnement et de stabilisation des prix des produits pétroliers. Reportage. Ce lundi 18 mai 2026, le gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia, s'est envolé pour Kinshasa, une mission capitale dictée par l'urgence économique, mettre fin à la flambée et à la disparité des prix des carburants qui asphyxient la province. Il y a un problème chez nous, à la Chopo. Les carburants que nous utilisons à Kisangani, nous sommes ravitaillés en 2 lignes. Il y a la ligne ouest en provenance de Kinshasa, il y a la ligne est en provenance des autres pays voisins. Ces 2 lignes de ravitaillement n'ont pas les mêmes charges. Le pétrolier de l'Ouest, c'est de Kinshasa, vendent à un prix structuré par Kinshasa, mais les pétroliers de l'Est ne savent pas comment s'aligner à la structure des prix telle que publiée par Kinshasa.
Accompagné d'experts, de membres de l'Afrique et de pétroliers, les chefs de l'exécutif provincial, invités par le vice-premier ministre de l'économie, portent une revendication majeure. Ils dénoncent l'injustice faite aux opérateurs pétroliers de l'Est, exclus des subventions et exonérations de l'État, contrairement à ceux de l'Ouest. Une situation qui pénalise lourdement ménages et transporteurs. Les pétroliers de l'Est ne savent pas comment s'aligner à la structure des prix telle que publiée par Kinshasa. Cette situation bloque un peu notre population et ça crée énormément de dégâts dans l'économie de nos ménages. C'est comme ça que nous partons pour discuter sur cette question. Cette fois-ci, nous allons trouver un consensus et que mes frères et sœurs de la Chopo, que la population demeure calme. L'objectif est clair, obtenir à Kinshasa un consensus pour une équité financière entre les lignes d'approvisionnement Est et Ouest et stabiliser enfin l'économie de la Chopo. Au Lolaba, les travaux de réhabilitation progressent sur la RN39 dans le cadre de la restauration de ponts Kanzenze 1 et 2 sur l'axe Kolwezi-Dilolo. Après les fortes pluies qui ont endommagé ces infrastructures, le gouvernement provincial a engagé une intervention rapide afin de rétablir la circulation. À 59 km de Kolwezi, le bruit des marteaux-piqueurs annonce un tournant décisif pour la RN39. Sur ce tronçon stratégique du corridor de Lobito, 2 ponts définitifs remplacent les anciennes structures métalliques de l'époque coloniale ayant cédé à la suite des fortes pluies dangereuses et inadaptées au trafic actuel. Petit à petit, le pari du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être gagné. 2 ouvrages pour un enjeu régional, Kanzenze 1, un dallo de 6 mètres de portée sur 9 mètres de large et Kanzenze 2, un pont de 10 mètres de portée sur 9 mètres de large, dimensionné pour supporter 130 tonnes. Démarré la première semaine d'avril, les chantiers avancent à une vitesse de croisière, 90% d'exécution pour Kanzenze 1 et 80% d'exécution pour Kanzenze 2. L'étape en cours porte sur la construction d'éculées et d'infrastructures d'appui. Il s'agit d'une structure en béton armé, conçue pour durer et résister aux crues saisonnières. Un défi technique relevé sur le terrain par l'Office des routes. Pour maintenir la circulation pendant les travaux, l'entreprise a dû créer une déviation provisoire des eaux en utilisant des conteneurs. Avant qu'on commence bien à faire notre travail, nous avons mis en place des ouvrages provisoires. Au niveau du pont Balula, nous avons mis en place un passage provisoire avec des conteneurs pour que la population continue à utiliser la route normalement. Si vous allez au niveau du PK 55, nous avons mis en place un pont provisoire métallique. Le corridor de Lobito est le projet d'infrastructure les plus structurants pour l'ouest de la RDC. Chaque kilomètre de route et chaque pont refait réduit le coût de transport, fluidifie les exportations des minerais et ouvre l'accès au marché pour les communautés du Lualaba profond. Grâce au plaidoyer de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds national d'entretien routier a déjà financé la construction de 6 autres ponts sur cet axe vital jusqu'à Dilolo. Si ce rythme actuel est maintenu, la circulation sur ces 2 ponts pourrait être rétablie avant la fin du trimestre avec un impact direct sur le désenclavement de la province et la fluidité du trafic vers Kolwezi. Le ministre du Commerce extérieur a procédé à la remise d'équipements ultramodernes destinés au laboratoire d'analyse chimique et microbiologique de l'Office congolais de contrôle OCC situé à Kinshasa, Matadi et Kalemi. Cette initiative vise à renforcer la protection des consommateurs en améliorant la capacité de contrôle de la qualité des produits mis sur le marché. Je suis arrivé à la tête de ce ministère de voir finalement l'OCC continuer à jouer pleinement son rôle à travers des laboratoires ultra modernes. Et donc aujourd'hui, je suis heureux que cette parole-là que l'on estimait très vaine se matérialise. Je voudrais donc remercier toute l'équipe dirigeante de l'OCC pour être arrivé à matérialiser cette promesse. Parce que notre pays ne doit pas être considéré comme le déversoir. Les gens pensent que la RDC, bon, on peut y amener n'importe quoi, rien ne sera contrôlé. Donc je suis heureux que nous disposions aujourd'hui de ces laboratoires ici à Kinshasa. On en dispose à Matadi, on en dispose à Kalemi, et dans les 3 mois, on va en avoir à Lubumbashi avec des laboratoires à la fois physico-chimiques et microbiologiques. Donc la RDC est en train vraiment de renforcer ses capacités
des contrôles, des certifications, des conformités, pour que finalement les gens, quand ils viennent acheter les produits ici, qu'ils se rendent compte des produits qui ont été contrôlés. Donc encore une fois, le management de l'OCC doit être salué avec toutes les équipes que vous constituez pour être arrivé à ce stade. Hier, vendredi 15 mai, en Conseil des ministres, le président de la République a insisté, comme s'il savait que nous allions lancer effectivement cette cérémonie aujourd'hui. Il a insisté sur le respect des normes et de la qualité. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était le même jour où j'avais prévu aussi un point à l'ordre du jour du Conseil où j'ai parlé de la politique qualité nationale. Nous sommes heureux de vous annoncer que la République démocratique du Congo va se doter de cette politique qualité et l'OCC est un acteur majeur dans l'élaboration de la politique qualité de la République démocratique du Congo. Nous allons lancer le logiciel. Un logiciel ou une application qui va permettre à chaque Congolaise et Congolais, lorsqu'il achète un produit, de vérifier s'il a été contrôlé par l'OCC. Ça permettra que quand vous êtes dans une pharmacie, vous achetez une boîte de paracétamol ou je ne sais pas de quel autre médicament, vous appliquez votre application sur le QR code et puis ça vous renseigne immédiatement si ce produit a été contrôlé ou pas. Ça va obliger tout le monde de passer par l'Office congolais de contrôle. Parce que la conséquence, nos contrôles de produits va entraîner la saisie et on va demander au parquet d'ordonner la destruction de tous les produits qui ne seront pas passés par ces contrôles-là. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi et merci surtout de nous choisir pour vous informer à temps réel. L'information reste en continu. Tout à l'heure, vous suivez d'autres informations sur Kivu Morning Post. On s'abonne à la chaîne Kivu Morning Post.